J'ai acheté une maison sans le dire à mes parents. Puis, au dîner, maman a dit, nous avons trouvé la maison parfaite pour toi. En plus, la famille de ton frère Y vivra aussi. Je leur ai dit la vérité, un mois plus tard, ils ont secrètement emménagé avec moi. Je m'appelle Nathalie et j'ai 30 ans. Je travaille comme développeuse de logiciels en Oregon. J'ai un frère aîné, Jacob. Il a 32 ans. Depuis le jour de ma naissance, Jacob a été l'enfant prodige, le favori, celui qui ne pouvait rien faire de mal. Laissez-moi vous donner quelques exemples. En grandissant, les fêtes d'anniversaire de Jacob étaient de véritables événements. Je parle d'animateurs professionnels, de traiteurs, de décorations partout. Des enfants de toute sa classe venaient, et mes parents dépensaient des centaines de dollars pour s'assurer qu'il passe la meilleure journée de sa vie. Chaque année, pour mes anniversaires, j'avais droit à un gâteau de la veille de l'épicerie et à une pizza du restaurant local. Pas de fête, pas d'amis, juste nous, assis autour de la table de la cuisine pendant que mes parents parlaient de la cherté des choses. Noël, c'était la même histoire. Jacob se réveillait pour trouver des consoles de jeux vidéo sous le sapin, de nouveaux vélos, les derniers appareils électroniques. Une année, il a reçu une installation de jeux qui a probablement coûté plus de 1000 dollars. Qu'est-ce que j'ai eu? Des fournitures scolaires, des cahiers, des stylos, des classeurs, des vêtements de magasin à bas prix avec l'étiquette encore dessus. Le genre de magasin où tout coûtait moins de 10 dollars. Mes parents disaient des choses comme « Tu en avais besoin de toute façon, et nous voulons que tu te concentres sur tes études. » Je me disais que cela n'avait pas d'importance, que j'étais puéril de m'inquiéter des cadeaux. Mais il ne s'agissait pas des cadeaux, mais de ce qu'ils représentaient. Puis vint l'université. Jacob a postulé à l'Université de Californie du Sud. Une grande université, des frais de scolarité élevés, hors de l'État. Mes parents ont tout payé, les frais de scolarité, le logement et la nourriture, les frais de fraternité, les livres, l'argent de poche. Il vivait sur le campus, avait une voiture, ne s'est jamais soucié d'une seule facture. Quand je me suis inscrite à l'université de l'Oregon 2 ans plus tard, j'ai décidé de vivre à la maison pour économiser de l'argent. Je me suis dit que c'était logique. Pourquoi payer pour un dortoir alors que je pouvais simplement rester dans mon ancienne chambre? Mes parents avaient d'autres idées. Tu as 18 ans maintenant, m'a dit ma mère. Tu es une adulte. Nous t'apprenons l'indépendance. Ils m'ont fait payer 500 dollars par mois. Loyer et charges, comme ils disaient, pour ma chambre d'enfant. J'ai trouvé un travail dans une librairie, gagnant 8,50 dollars de l'heure. Ce n'était pas assez, alors j'ai pris des heures supplémentaires dans un café près de chez nous. J'achetais des manuels d'occasion, de vieilles éditions auxquelles il manquait parfois des pages. Je mangeais des sandwichs au beurre de cacahuète pour le déjeuner et le dîner parce que ce n'était pas cher. Chaque mois, je remettais ces 500 dollars à mes parents. Chaque mois, je les regardais dépenser de l'argent pour des colis pour Jacob. Il appelait à la maison en se plaignant que la nourriture de la cafétéria de l'université n'était pas assez bonne, et il lui envoyait des boîtes de ses collations préférées et des cartes cadeaux d'une valeur de 100 dollars par mois. Je ne disais rien. Je travaillais simplement plus dur. Après l'obtention de mon diplôme, j'ai commencé ma carrière en tant que développeuse. Un poste de débutant, un salaire bas, mais c'était un début. Je faisais constamment des heures supplémentaires, apprenant tout ce que je pouvais, essayant de gravir les échelons. Je louais un minuscule studio et mangeais des nouilles instantanées la plupart des soirs, parce que c'est tout ce que je pouvais me permettre. Jacob a obtenu son diplôme 2 ans avant moi, avec une licence en communication. Il est retourné vivre chez nos parents. Pendant 3 ans, il y a vécu sans payer de loyer, jouant aux jeux vidéo et parlant de ses projets entrepreneuriaux, de grandes idées qui n'ont jamais abouti. Nos parents le soutenaient complètement, ne lui demandant jamais un sou. Quand il a finalement trouvé un emploi dans une agence de marketing, mes parents ont organisé une fête dans un restaurant cher. Steak, vin, tout le tralala. Ils ont porté un toast à son succès et ont dit à quel point ils étaient fiers. 2 ans plus tard, j'ai été promu développeuse senior. 2 ans à travailler d'arrache-pied, à faire mes preuves, à prendre en charge des projets que personne d'autre ne voulait. C'était une grande réussite, une étape énorme dans ma carrière. Mes parents m'ont emmené dans un restaurant bon marché, du genre avec des menus en plastique et des tables collantes. Et pendant tout le dîner, ils ont parlé de Jacob, de son travail, de sa petite amie, de ses projets d'avenir. Quand j'ai essayé de mentionner ma promotion,
ma mère a hoché la tête et a dit, c'est bien, chérie. Je dis que Jacob pourrait bientôt avoir une augmentation? J'ai arrêté de parler et j'ai simplement mangé ma nourriture. Jacob a épousé Madison. Elle était jolie, charmante et n'avait jamais occupé un emploi pendant plus de 6 mois. Mes parents l'adoraient. Ils ont payé le mariage, en totalité, le lieu, le traiteur, les fleurs, sa robe, des milliers de dollars. Ensuite, ils ont aidé Jacob et Madison à acheter un appartement. Pas la totalité, mais une part importante de la compte. Ils se sont portés co-emprunteurs pour le prêt hypothécaire, s'assurant qu'ils obtiendraient un prêt pour lequel ils n'auraient probablement pas dû être qualifiés. J'économisais depuis des années à ce moment-là, vivant modestement, investissant ce que je pouvais, bâtissant mon crédit. J'avais un acompte décent de côté, mais personne ne m'a proposé de m'aider. Je n'ai jamais demandé non plus, car je connaissais déjà la réponse. Jacob et Madison ont eu 3 enfants coup sur coup. Ethan est né le premier, il a 5 ans maintenant. Puis Olivia, qui en a 3, et enfin Liam, âgé d'1 an seulement. Mes parents se sont transformés en grands-parents les plus dévoués du monde. Ils achetaient constamment des jouets, du genre cher que je n'ai jamais eu quand j'étais enfant. Ils ont ouvert des comptes d'épargne pour l'éducation de chaque enfant. Ils faisaient du babysitting tout le temps, toujours prêts à rendre service, toujours disponibles. J'ai commencé à éviter les événements familiaux, les dîners, les vacances, les rassemblements. Ça faisait trop mal à voir. Chaque événement était le même. Mes parents admiraient Jacob et sa famille pendant que j'étais assise dans un coin, ignorée. J'économisais de l'argent depuis des années avec un seul objectif en tête. Acheter ma propre maison, un endroit qui serait vraiment à moi. Je n'ai pas parlé de mes projets à ma famille. Je savais exactement ce qui se passerait si je le faisais. Ils diraient que je n'avais pas besoin d'une maison parce que je vivais seul. Ils diraient que c'était un gaspillage d'argent pour une personne seule. Ils suggéraient que je dépense plutôt l'argent pour la famille de Jacob, pour les aider à acheter une plus grande maison puisqu'ils avaient des enfants et pas moi. Je me suis tue et j'ai continué à économiser. Puis Jennifer, une collègue de travail, a tout gâché. Elle était amie avec Madison, ce que j'avais oublié. Nous sommes sortis boire un verre un soir après un projet difficile. J'avais bu quelques verres de vin et j'étais excité d'avoir enfin assez d'argent de côté. J'ai mentionné que je cherchais une maison. La semaine suivante, ma mère a appelé. Nathalie, Madison m'a dit que tu achetais une maison. Nous devons en parler. Il te faut au moins 5 chambres et elles devraient être près de chez Jacob pour que les enfants puissent te rendre visite plus souvent. Tu pourrais les garder. Mon estomac s'est noué. J'avais voulu faire ça à ma façon, sans leur ingérence. Je cherche encore, maman. Je te tiendrai au courant quand j'aurai trouvé quelque chose. Mais il était trop tard. Le mal était fait. Le lendemain, ma mère et Madison ont commencé à me bombarder de liens. Des maisons avec 5 ou 6 chambres, d'immenses propriétés avec piscine et appartements d'invités, des endroits qui coûtaient 2 fois ce que j'avais économisé. Regarde celle-ci, a texté Madison. Parfaite pour les réunions de famille. Les enfants adoreraient la piscine. Ma mère a envoyé une annonce à Tigard. C'est à seulement 5 minutes de chez Jacob. Tu pourrais voir les petits-enfants tous les jours. J'ai ignoré chaque message. Je n'ai pas répondu. Je n'ai rien accusé réception. À la place, j'ai trouvé ma propre maison, une maison de style Cape Cod avec 3 chambres à Beaverton. C'était exactement ce que je voulais. Des planchers en bois d'origine qui craquaient juste comme il faut. Des boiseries extérieures qui lui donnaient du caractère. 2 cheminées confortables, une dans le salon et une dans la chambre principale. Et un balcon à l'étage où je pouvais m'asseoir et lire. Elle était parfaite pour moi, pas pour eux. J'ai fait une offre, j'ai négocié et j'ai conclu l'affaire. La maison était à moi. J'ai décidé de le dire à ma famille une fois que tout serait finalisé. Pas de place pour qu'ils s'en mêlent. Dîner du dimanche chez mes parents. J'y suis allé en sachant que ce serait le soir. Tout le monde était là. Maman, papa, Jacob, Madison et les 3 enfants qui couraient partout en faisant du bruit. Ethan poursuivait Olivia dans le salon pendant que Liam était assis dans sa chaise haute en tapant avec une cuillère. Nous nous sommes assis pour manger et ma mère avait ce regard excité sur le visage. Nathalie, nous avons une merveilleuse nouvelle, a-t-elle annoncé. Nous avons trouvé la maison parfaite pour toi. J'ai posé ma fourchette.
Quoi? Elle est à Tigard, à seulement 5 minutes de chez Jacob et Madison. 5 chambres, un immense jardin pour que les enfants puissent jouer, et un sous-sol que Jacob pourrait transformer en bureau à domicile lorsqu'il viendrait. Madison a renchéri. C'est parfait. Nous pourrions rester chez toi la plupart des week-ends et en été, peut-être même plus longtemps. Notre maison devient si petite avec 3 enfants. Jacob a hoché la tête. Le sous-sol serait génial. J'ai besoin d'un endroit calme pour travailler sur certains projets. Je suis restée assise là, à les écouter planifier ma vie dans une maison que je n'avais même pas accepté d'acheter. Ils avaient choisi l'emplacement, la taille, et même l'utilisation des pièces, le tout sans me le demander. J'ai déjà acheté une maison, ai-je dit. Silence. Un silence complet. Même les enfants ont arrêté de faire du bruit pendant une seconde. Le visage de ma mère est devenu pâle. Quoi? J'ai acheté une maison de 3 chambres à Biverton. J'ai signé la semaine dernière. Jacob s'est penché en avant. 3 chambres? C'est tout? Où sommes-nous censés dormir quand nous viendrons? Vous ne dormirez pas chez moi. C'est ma maison, pour moi. L'explosion a été immédiate. Mon père a frappé du poing sur la table si fort que les assiettes ont tremblé. Espèce de fille égoïste et ingrate. Ma mère s'est mise à crier. Je t'ai mieux élevé que ça. Comment as-tu pu faire ça à ta famille? Madison a fondu en larmes. Pense aux enfants. Ils ont besoin d'espace et tu es si cruel. Jacob m'a pointé du doigt. Tu es une idiote et une égoïste. Nous sommes ta famille. La famille s'entraide. Je me suis levé, ma chaise raclant le sol. La famille s'entraide. Quand est-ce que l'un d'entre vous m'a déjà aidé? Je suis seul depuis l'âge de 18 ans. Vous m'avez fait payer un loyer pendant que Jacob vivait ici gratuitement. Vous avez payé son mariage pendant que je mangeais des nouilles instantanées. Ne me parlez pas de famille. J'ai attrapé ma veste et je suis sorti. Derrière moi, j'entendais ma mère se lamenter et mon père crier que j'avais perdu la tête. Le harcèlement a commencé le lendemain. Madison a envoyé des photos des enfants dormant dans des lits superposés avec des légendes comme « Nos bébés sont si à l'étroit » et « 3 enfants dans une seule petite chambre ». Ma mère a laissé 20 appels manqués. Je n'ai répondu à aucun. Les messages vocaux étaient tous les mêmes. Accusation, culpabilisation, pleurs. Elle disait que j'étais déraisonnable et que je détruisais la famille. Jacob textait constamment. Maman ne peut pas dormir à cause de toi. Elle est malade d'inquiétude. Tu es contente maintenant? Je n'ai répondu à rien de tout cela. Ensuite, ils se sont tournés vers les réseaux sociaux. Ma mère a publié un message sur l'importance de la loyauté familiale. Madison a partagé des articles sur les parents égoïstes qui abandonnent leur famille. Ils ne m'ont pas mentionné par mon nom, mais tout le monde savait. Des parents ont commencé à appeler. Tante, oncle, cousin, des gens qui ne connaissaient pas toute l'histoire, qui n'avaient entendu que la version de ma famille. Nathalie, la famille, c'est tout. Tu devrais aider ton frère. Ta mère a le cœur brisé. Comment peux-tu être si froide? Ces enfants ont besoin de toi. Tu es leur tante. J'ai arrêté de répondre aux appels de toute personne de ma famille. Puis ma tante Teresa s'est présentée à ma nouvelle maison. Elle se tenait sur mon porche, tenant une Bible, son visage arborant cette expression moralisatrice que je connaissais si bien. Nathalie, nous devons parler de ton comportement. La Bible dit d'honorer ton père et ta mère. La loyauté familiale est sacrée. Je l'ai interrompu. Est-ce que mes parents t'ont dit qu'ils m'avaient fait payer un loyer pendant que Jacob vivait à la maison gratuitement pendant 3 ans? Ont-ils mentionné qu'ils avaient payé la totalité de ses études universitaires pendant que je travaillais à 2 emplois? Madison Tattel dit qu'elle voulait utiliser ma maison comme un hôtel gratuit. Ce n'est pas la question, la famille. S'il te plaît, quitte ma propriété. Nathalie. Je lui ai fermé la porte au nez. À travers la fenêtre, je l'ai regardé rester là pendant 1 minute entière avant de finalement retourner à sa voiture. Les messages continuaient d'affluer. Plus de culpabilité, plus d'accusations, plus d'exigences. Chaque jour, quelque chose de nouveau. J'ai commencé à tout documenter, des captures d'écran des messages, des photos des journaux d'appel, des notes sur chaque contact. Quelque chose me disait que j'en aurais peut-être besoin plus tard.
Quelques semaines se sont écoulées. Je pensais qu'ils allaient peut-être abandonner, maintenant que j'avais pris ma décision. J'avais tort. Ils ne faisaient que préparer leur prochain coup. C'était un samedi matin. J'étais dans mon jardin en train de planter des fleurs que j'avais achetées à la pépinière. Des soucis, des pétunias, quelques herbes. La terre était chaude et je commençais enfin à me sentir en paix dans ma nouvelle maison. Puis j'ai entendu la voiture. J'ai levé les yeux et j'ai vu le VUS de Jacob entrer dans mon allée. Les portes se sont ouvertes et en sont sortis Jacob, Madison et les 3 enfants. Ils avaient des sacs avec eux, des valises, des sacs à dos, une glacière. Jacob s'est approché de moi avec un grand sourire. « Salut sœurette, on reste chez toi pour le week-end. » Madison dirigeait déjà les enfants vers la maison. « On meurt de faim. Tu devrais nous préparer le petit déjeuner. » Les enfants aiment les crêpes. Les enfants se sont dispersés dans mon jardin. Ethan et Olivia ont commencé à courir à travers les parterres de fleurs que je venais de planter, leurs pieds écrasant les jeunes plants. Liam les a suivis en titubant, est tombé le visage le premier dans une flaque de boue et s'est mis à hurler. « Maîtrise tes enfants, ai-je dit. Et vous devez partir. Vous ne pouvez pas débarquer ici sans y être invité. » Jacob a ri. « Allons, Nathalie. On est de la famille. C'est ce que fait la famille. » Madison a ramassé Liam, qui était maintenant couvert de boue et criait toujours. « Tu es cruel. Ce sont des enfants innocents. Comment peux-tu rejeter ta propre nièce et tes propres neveux ?» J'ai regardé par-dessus son épaule vers la maison. À travers la fenêtre, je pouvais voir Ethan et Olivia. Ils s'étaient introduits à l'intérieur d'une manière ou d'une autre, et ils sautaient sur mon canapé. Leurs chaussures étaient boueuses, leurs mains sales. Pendant que je regardais, Ethan a attrapé un vase sur la table d'appoint et l'a laissé tomber par terre. Il s'est brisé. C'était le vase de ma grand-mère, ai-je dit. Madison n'a même pas regardé. Les enfants cassent des choses. C'est normal. Dehors. Vous tous, maintenant. Jacob s'est approché. Tu vas vraiment mettre 3 enfants à la porte? Quel genre de personne es-tu? Le genre qui exige le respect de sa propriété. Regarde ce qu'ils font à ma maison. Madison s'est mise à pleurer. De fausses larmes. Le genre qu'elle pouvait déclencher et arrêter à volonté. Je n'arrive pas à croire que tu nous traites comme ça. On a fait toute cette route. Les enfants étaient si excités de voir leur tante. Et tu nous jettes dehors. Vous vous êtes invités. Je ne vous ai pas demandé de venir. Jacob a attrapé leur sac. Très bien. On s'en va, mais tu vas le regretter, Nathalie. La famille se souvient de ces choses. Ils sont remontés dans le VUS et sont partis. J'ai passé l'heure suivante à nettoyer la boue de mon canapé, à aspirer le verre brisé et à replanter les fleurs qu'ils avaient détruites. Quelques semaines plus tard, ma mère est venue. Elle tenait une tarte aux myrtilles, du genre qu'elle me faisait quand j'étais petite. Nathalie, pouvons-nous parler? Je suis resté dans l'embrasure de la porte, sans bouger. J'ai apporté une tarte, ta préférée. Je voulais m'excuser. Nous avons eu tort de te mettre la pression. C'est ta maison. Ta décision. Elle avait l'air sincère. Fatiguée, mais sincère. Puis-je entrer? Peut-être voir la maison. Tu as travaillé si dur pour ça. J'adorerais voir ce que tu en as fait. Contre mon meilleur jugement, je l'ai laissée entrer. Elle a parcouru chaque pièce, commentant les planchers, les cheminées, la lumière naturelle. Elle semblait vraiment impressionnée. Tu as bien fait, Nathalie. C'est une belle maison. Nous avons mangé de la tarte et bu du café. Elle m'a posé des questions sur mon travail, ma vie, des choses normales. Aucune mention de Jacob ou des enfants. Pas de culpabilisation, juste une mère parlant à sa fille. Quand elle est partie, elle m'a serré dans ses bras. Je suis fier de toi. Je voulais le croire. Vraiment. 5 jours plus tard, je suis allé faire les courses. Un samedi après-midi normal, rien de spécial. J'étais parti peut-être 2 heures. Quand je suis arrivé dans mon allée, le VUS de Jacob était de nouveau là. Mon estomac s'est noué. Je me suis dirigé vers la porte d'entrée. Elle était fermée, mais j'entendais du bruit à l'intérieur. Des enfants qui criaient, des choses qui étaient déplacées.
J'ai ouvert la porte. Jacob et Madison étaient dans mon salon, des valises ouvertes partout. Madison suspendait des vêtements dans mon placard. Les enfants couraient dans la maison comme s'ils en étaient les propriétaires. « Qu'est-ce que vous fichez, bon sang » ai-je crié. Jacob a levé les yeux nonchalamment. « Oh, salut. On a décidé d'emménager pendant que tu étais sorti. On s'est dit que ce serait plus simple comme ça. » J'ai regardé la porte. Aucun signe d'effraction. La serrure était intacte. « Comment avez-vous les clés de ma maison ?» Jacob a souri. « Maman a fait des moulages de tes clés quand elle est venue. On a fait faire des copies. » Mon sang s'est glacé. La visite, la tarte, les excuses. Tout cela n'était qu'une mise en scène. Elle était venue pour prendre mes clés, en faire des empreintes et les donner à Jacob. « Sortez de ma maison, tout de suite. » Madison a arrêté de suspendre des vêtements. « Nathalie, sois raisonnable. Nous avons besoin d'espace. Ta maison a 3 chambres. C'est largement suffisant pour nous tous. C'est ma maison. Je l'ai achetée avec mon argent. Vous n'avez aucun droit d'être ici. » Jacob a croisé les bras. La famille partage. C'est ce que fait la famille. J'ai sorti mon téléphone et j'ai appelé la police. « Qu'est-ce que tu fais ?» a demandé Jacob. « J'appelle les flics. Vous êtes entré par effraction chez moi. On a les clés. Des clés que vous avez faites sans ma permission à partir d'empreintes volées. C'est toujours une effraction. » Madison a recommencé ses faux pleurs. « Tu appelles la police pour des enfants. Comment peux-tu » Je l'ai ignoré. La répartitrice a répondu et j'ai expliqué la situation. Quelqu'un était chez moi sans permission et j'avais besoin qu'on les fasse sortir. La police est arrivée en 15 minutes. 2 officiers, tous 2 d'apparence professionnelle et sérieuse. « Madame, vous êtes la propriétaire » m'a demandé l'un d'eux. « Oui, j'ai l'acte de propriété et tous les documents. » Ils se sont tournés vers Jacob. « Monsieur, avez-vous la permission d'être dans cette résidence ? C'est ma sœur. Nous sommes de la famille. Ce n'est pas ce que j'ai demandé. Avez-vous la permission de la propriétaire d'être ici ? Eh bien, non, mais... Alors vous devez partir immédiatement. Vous êtes en violation de propriété. » Madison a essayé d'argumenter. « Mais nous avons les clés. Nous ne sommes pas en violation de propriété. » L'officier a secoué la tête. Avoir des clés ne vous donne pas le droit légal d'occuper la propriété de quelqu'un d'autre. Vous devez rassembler vos affaires et partir maintenant, sinon nous devrons vous escorter formellement. Ils ont fait leur bagage, me fusillant du regard tout le temps. Les enfants pleuraient maintenant, de vraies larmes cette fois, confus par ce qui se passait. En partant, Jacob s'est tourné vers moi. « Ce n'est pas fini. » L'officier est resté jusqu'à ce qu'il soit parti. Avant de partir, il m'a donné sa carte. « Changez vos serrures immédiatement, et s'ils reviennent, appelez-nous tout de suite. » Je l'ai remercié et j'ai fermé la porte. Le lendemain, j'ai fait remplacer toutes les serrures de la maison. Le harcèlement s'est intensifié après l'incident avec la police. Ma mère a appelé mon lieu de travail. Elle a demandé à parler directement à mon patron et lui a pleuré au téléphone que j'avais abandonné ma famille. Elle lui a dit que j'étais instable, que j'avais besoin d'aide, qu'elle s'inquiétait pour ma santé mentale. Mon patron m'a convoqué dans son bureau. « Nathalie, ta mère m'a contacté. Est-ce que tout va bien à la maison ?» J'ai expliqué la situation, le favoritisme, la tentative d'effraction, le harcèlement. Il a écouté, a hoché la tête et m'a dit de prendre tout le temps dont j'avais besoin. Il a également dit qu'il bloquerait tout autre appel de ma famille. Madison est de nouveau allée sur les réseaux sociaux. Cette fois, elle a écrit un long message sur le fait que j'avais appelé la police pour des enfants innocents. Comment j'avais traumatisé ces bébés. Comment j'étais un monstre qui se souciait plus de ses biens que de sa famille. Des gens qui ne connaissaient pas toute l'histoire ont commenté avec colère. Comment peut-on appeler la police pour des enfants ? La famille devrait passer en premier. Certaines personnes sont tout simplement sans cœur. Jacob a commencé à se montrer dans des endroits où il savait que je serais, l'épicerie, le café près de mon bureau, même la salle de sport. Il me coinçait et exigeait que je change d'avis. « Tu nous dois ça », a-t-il dit une fois, bloquant ma voiture sur le parking.
Maman et papa t'ont tout donné, et c'est comme ça que tu les rembourses. Ils m'ont fait payer un loyer à 18 ans pendant que tu vivais gratuitement pendant des années. Ils ont payé tes études pendant que je travaillais à 2 emplois. Dégage de mon chemin, j'ai engagé une avocate. Elle s'appelait Sarah et était spécialisée dans les cas de harcèlement. Je lui ai montré tout ce que j'avais documenté. Les captures d'écran, les journaux d'appel, les photos de ma propriété après leur visite, le rapport de police de l'effraction. C'est du harcèlement classique, a-t-elle dit. Je vais rédiger des lettres de mise en demeure pour tes parents et ton frère. Les lettres ont été envoyées la semaine suivante. Des documents juridiques officiels leur demandant de cesser tout contact. Plus d'appels, plus de visites, plus de publications sur les réseaux sociaux à mon sujet. Pendant ce temps, je continuais de documenter chaque message, chaque publication, chaque incident. J'ai créé une chronologie détaillée de tout ce qui s'était passé depuis que j'avais acheté la maison. Puis j'ai pris une décision. J'ai écrit ma propre publication sur les réseaux sociaux. Je n'ai nommé personne en particulier, mais j'ai exposé les faits clairement. J'ai parlé de l'achat d'une maison pour moi-même après des années d'économie, des membres de ma famille qui s'attendaient à ce que je leur fournisse un logement gratuit, de la campagne de harcèlement qui a suivi lorsque j'ai refusé. De personnes s'introduisant chez moi avec des clés copiées. La réponse a été immédiate. Amis et collègues ont commenté avec soutien, « Tu as tout à fait le droit d'avoir ta propre maison. C'est un comportement insensé. Reste forte. » Même certains parents éloignés m'ont contacté en privé. Des cousins dont je n'avais pas eu de nouvelles depuis des années se sont excusés d'avoir cru à la version de mes parents. Nous n'en avions aucune idée, a écrit l'un d'eux. Je suis désolé de t'avoir jugé. Quelques semaines plus tard, une lettre de l'avocat de Jacob et Madison est arrivée. Il menaçait de me poursuivre en justice. La lettre affirmait que j'avais publié des informations personnelles, commis de la diffamation et causé intentionnellement une détresse émotionnelle. J'ai appelé Sarah immédiatement. Ne t'inquiète pas, a-t-elle dit. Ils n'ont aucun fondement. Tu n'as nommé personne dans ta publication. Tu as énoncé des faits que tu peux prouver avec des documents. Et l'allégation de détresse émotionnelle est risible étant donné que ce sont eux qui t'ont harcelé et traqué. C'est juste de l'intimidation. Elle a rédigé une réponse expliquant exactement pourquoi leur cas n'avait aucun fondement. Elle a inclus des copies de tous mes documents montrant leur schéma de harcèlement. Je n'ai plus jamais entendu parler de leur avocat. J'ai envisagé de déposer une demande conventionnelle. J'avais beaucoup de preuves. L'effraction, le harcèlement criminel. Sarah a dit que je pourrais probablement gagner, mais j'ai décidé de ne pas le faire. Je ne voulais pas passer plus de temps et d'énergie sur eux. Je voulais avancer dans ma vie. Les lettres de mise en demeure ont fonctionné. Les appels ont cessé. Les messages ont cessé. Les publications sur les réseaux sociaux ont disparu. Le silence. Enfin. Des mois ont passé. Je me suis concentré sur ma maison, mon jardin, ma carrière. J'ai replanté toutes les fleurs que les enfants de Jacob avaient détruites. J'ai aménagé un coin lecture dans le salon avec un fauteuil confortable et un bon éclairage. J'ai fait de la maison vraiment la mienne. Mon téléphone est resté silencieux. Pas d'appel de la famille, pas de culpabilisation, pas d'exigence, juste la paix. Il ne me manquait pas. Cela m'a surprise au début. Je m'attendais à être triste, à ce que ma famille me manque. Mais comment des gens qui ne m'avaient jamais traité que comme une moins que rien pouvaient-ils me manquer? Qui me voyaient comme une ressource à exploiter plutôt qu'une personne à aimer? J'ai repensé à toutes ces années. Les vêtements de magasin à bas prix pendant que Jacob recevait des consoles de jeux. Le loyer que je payais pendant qu'il vivait gratuitement. Les nouilles instantanées pendant qu'il lui envoyait des colis. Le restaurant bon marché célébrant ma promotion pendant qu'il parlait de ses réussites. Il m'avait montré exactement qui j'étais pour eux, et ce n'était pas de la famille. Maintenant, je suis assise dans mon coin lecture, buvant du café et regardant mon jardin. Les fleurs que j'ai transplantées sont florissantes. Des couleurs vives partout, saines et fortes. Je sais que l'histoire n'est probablement pas terminée. Des gens comme ma famille n'abandonnent pas facilement. Peut-être qu'ils essaieront à nouveau un jour. Peut-être qu'ils trouveront de nouvelles façons de me culpabiliser ou de me demander des choses. Mais je suis prête maintenant. J'ai des documents. J'ai une avocate. J'ai des limites que je ne laisserai personne franchir. Et j'ai autre chose.
le respect de moi-même. La connaissance que je mérite mieux que ce qu'ils m'ont donné.